Merci de nous retrouver dans la famille en question. Papy, pourquoi il est mort? Quand on est mort, est-ce que c'est pour toujours? Si vous avez perdu un proche, vous avez sans doute entendu ces questions de vos enfants. Des questions auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre, tant la mort est tabou. Comment parler de la mort à ses enfants? Doivent-ils assister ou non à l'enterrement? Comment les aider à vivre cette épreuve? C'est le thème de ce numéro, à la veille de la Toussaint. Pour en parler, j'accueille tout d'abord Sylvie Reurig. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes mère de famille et vous avez perdu votre belle-mère il y a 2 ans. Vous nous raconterez comment vos enfants ont vécu cette perte. À vos côtés, Dominique Davout, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes responsable de l'équipe d'animation d'Apprivoiser l'absence, une association qui accompagne des parents en deuil. Vous avez publié avec Annick Ernoult le livre Animer un groupe d'entraide pour personnes en deuil. C'est paru aux éditions L'Harmattan. Enfin, chaque semaine, vous le savez, nous retrouvons un chroniqueur en fin d'émission. J'en profite à ce passage pour remercier Benoît David d'avoir prêté son regard sur de nombreux sujets tout au long de la saison dernière. J'accueille aujourd'hui Jean Villeminot. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous êtes diacre, vous êtes marié, père de famille, et puis vous connaissez bien les questions familiales puisque vous accompagnez des fiancés et des couples mariés. Vous êtes également directeur général du magazine Famille chrétienne. Voilà. Avant d'entamer notre discussion, Frédéric Jakovlev a rencontré une famille touchée il y a quelques mois par le décès d'une grand-mère. Comment les enfants ont-ils vécu ce deuil? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage. Vite, regarde, tu te souviens, et Moon, le jour de son mariage? Moon, c'était le surnom affectueux que lui avaient donné ses petits-enfants. Voilà. Elle était leur grand-mère. Elle est décédée cet été d'un cancer. Elle avait 75 ans. Pour ces 3 petits-enfants, cet événement douloureux est aussi le premier contact direct avec la mort. Pour les aider à traverser cette épreuve, la famille Le Prince Ringuet a choisi de vivre ensemble ce deuil, sans tabou ni secret. Il faut parler de la mort, au contraire, je pense que de ne pas en parler, c'est là où on crée un stress, une angoisse et quelque chose qui peuvent les terrifier. Ne rien cacher, tout dire et surtout écouter leurs enfants, leur donner la parole. Elle était malade déjà là. C'est comme cela que la famille a choisi d'aborder ce deuil. Et ça vous fait quoi de voir les photos de Moon comme ça là? Ça me fait bizarre parce que quand je me dis que là, elle est vivante et qu'en ce moment, elle est morte, ça me fait quand même bizarre. Ah, ça, c'était l'anniversaire de Don. Pour Isor, 11 ans, ce deuil, c'est la découverte de l'absence, de la disparition physique et du manque affectif qui en découle. De me dire que je vais plus jamais la revoir, que je vais plus jamais l'appeler. Tu peux pas lui parler, tu peux pas la toucher, tu peux pas l'embrasser. Hein? Oui. Là encore, Isabelle, la maman, met les mots sur des sentiments, sans détour, sans tromperie. Si elle est aujourd'hui capable de ne pas biaiser avec ses enfants, d'affronter leurs propres peurs, c'est qu'elle en connaît l'importance. Il y a une dizaine d'années, elle a perdu son père dans un accident de voiture. À l'époque, très affectée, elle réagit différemment. Ils sont arrivés le jour de l'enterrement, donc ils n'ont pas vu leur grand-père. Et on n'y tenait pas d'ailleurs. Et en fait, on regrette parce que mon neveu aîné, là, qui avait à l'époque, il devait avoir 6-7 ans, il regrette de ne pas avoir vu son grand-père. Ouais, donc en fait, on a fait une erreur, je pense. Voir ou ne pas voir le corps, c'est parfois la question que se pose la famille lors d'un deuil. En général, les enfants ne sont présents qu'aux obsèques. Pour Isabelle et son mari, c'était une évidence, il fallait qu'ils puissent se recueillir. Durant les 3 jours qui ont précédé l'enterrement, tous, quel que soit leur âge, ont donc veillé près du corps de leur grand-mère. Elle avait les mains croisées sur son cœur. Moi, j'avais l'impression qu'elle était à peu près toute jaune et qu'elle était toute pâle et elle était toute dure. C'est comme un moment pour lui dire au revoir. Un moment pour dire au revoir, un moment que les parents ont choisi d'imposer à leurs enfants, quitte à les choquer. Plus que l'expérience ou l'intuition, c'est surtout la foi qui les a guidés dans ce choix. Nous, on est catholiques, donc on pense qu'il y a quelque chose après la mort. Donc on se dit qu'elle est bien là où elle est, qu'elle nous protège, on la prie, on lui dit protégez-nous, protégez votre mari, vos petits-enfants. On se dit qu'on la retrouvera là-haut. D'ailleurs, c'est ce que dit mon beau-père, il dit à bientôt Suzanne. Épreuve obligée de toute vie familiale, la mort vécue avec les parents permet aux enfants de l'accepter, la tolérer. La famille Le Prince Ringuet l'a bien compris. Soutenue en cela par la religion qui, au-delà de la foi, propose des rites. Sorte de formulaires de passage qui ont sans doute aidé les enfants à faire le deuil de leur grand-mère.
Sylvie, une réaction sur ce reportage, vous vous retrouvez dans ce témoignage? Justement, pas tout à fait. Parce qu'en C'est-à-dire fait, lors de la mort de ma belle-mère, les enfants étaient en vacances, nous étions à Paris et nous les avons, pour des raisons pratiques, pas associés à l'enterrement. Et je reconnais aujourd'hui que 2 ans après, ma fille m'en reparle. On n'a peut-être pas assez intégré les enfants. On leur en a beaucoup parlé. Après, on les a emmenés au cimetière. On leur parle régulièrement de leur grand-mère. Mais effectivement, je ne me retrouve pas tout à fait. Une réaction de vous, Dominique Davout. Vous rencontrez pas mal de parents comme Isabelle qui abordent avec cette simplicité la mort. J'aurais envie de dire que ça serait bien de rencontrer autant de parents qui approchent la mort avec autant de simplicité. Je trouve le témoignage très, très juste et très indicatif des lignes, des directions dans lesquelles on pourrait aller, justement, peut-être en explorant un petit peu à la fois la question de la protection, quand elle dit que ça n'est pas dans le silence et dans le non-dit qui va que développer l'anxiété et en fait créer le tabou. Et ça, c'est très important. Pensant protéger les enfants, on leur crée de l'anxiété. Donc, le versant sur lequel j'irais bien, c'est celui de éduquer et réconforter l'enfant. Alors, Sylvie, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous avez annoncé à vos enfants le décès de votre belle-mère? Déjà, on les avait beaucoup préparés parce qu'elle était malade depuis 1 an et demi et une maladie qui on savait, serait incurable. Et on imaginait, on savait que la fin était proche. Donc vous en parliez aussi on en clairement? parlait. On en parlait puisqu'en plus nous étions très proches d'elle, on vivait beaucoup avec elle, les week-ends, les vacances, donc les enfants l'ont vue, comme elle a eu un cancer, sans ses cheveux, donc il y a eu beaucoup de signes physiques qui les ont aidés à comprendre la maladie. Et après on leur a expliqué qu'effectivement il y avait beaucoup de chance, ce qui fait que le jour où malheureusement elle est décédée, je n'étais pas sur place, c'est ma mère qui leur a annoncé. Puisque moi j'étais repartie auprès de ma belle-mère avec mon mari. Et c'est ma mère qui leur a expliqué que Mimi était remontée au ciel et que maintenant on pourrait lui parler, mais qu'on ne pourrait plus la voir, qu'il ne pourrait plus la voir. Et vous savez un peu quelles ont été leurs questions à ce moment-là? Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de questions en tant que telles. Pour eux, voilà, comme on leur avait dit, on les avait un peu préparés, il n'y a pas eu vraiment de questions. Mais peut-être aussi était-il un peu jeune. J'ai envie de dire, c'est aujourd'hui. Votre aîné avait quel âge? L'aîné avait 5 ans et demi. D'accord. Et c'est aujourd'hui qu'il y a des questions. Quel genre de questions, 2 ans plus tard? Les questions aujourd'hui, c'est par rapport surtout à l'enterrement. Quand elle est morte, on l'a enterrée, qu'est-ce que c'est? Et surtout, le jour de l'enterrement, vous l'avez vue? Est-ce que la question de ma fille était, est-ce qu'on la voit le jour de l'enterrement? Est-ce qu'on voit les personnes décédées le jour de leur enterrement? Alors, Dominique Davout, une question justement sur ces funérailles. Est-ce que l'enfant doit à tout prix assister aux funérailles? Alors, je ne crois surtout pas de recommandations d'ordre général, mais faire tout pour que les parents puissent proposer à leurs enfants d'assister aux funérailles. Vous voyez, je crois que ce qui est très important, c'est que l'enfant, lui, va se calquer sur le comportement de l'adulte. Donc, si l'adulte peut facilement parler avec lui, l'enfant sera tout à fait susceptible d'entrer dans la proposition qui lui est faite. Et si le dialogue est authentique, c'est-à-dire que l'enfant a été habitué à parler avec sa famille, il lui sera facile d'indiquer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce que vous entendez par dialogue authentique? Le dialogue authentique, dire les mots vraiment dans leur sens premier, il faut dire la mort, il faut parler vraiment avec des mots précis? Avec l'enfant petit, le langage doit être direct et l'adulte doit vraiment faire preuve d'une grande patience. Dire à un enfant, on va être à peu près dans la tranche d'âge 3 ans, 10 ans, ta maman est maintenant une étoile dans le ciel, il est certain qu'on crée la confusion pour l'enfant. On ne sait pas ce qui se passe. Alors que si on lui dit, bien sûr, avec beaucoup de précautions, ta petite sœur est morte, elle ne respire plus, elle ne t'entend plus, tu ne pourras plus parler directement avec elle et elle n'a pas mal, l'enfant va pouvoir se faire une représentation et sentir qu'il est autorisé à poser des questions. C'est quand même assez violent. Un langage direct, que chacun emploie celui qu'il peut employer, mais que les mots soient des mots qui n'entraînent pas l'enfant dans la confusion. L'abstraction, en particulier vis-à-vis de la mort, est extrêmement difficile à venir. L'enfant, jusqu'à 5-6 ans, considère que la mort est réversible. Si vous permettez une petite anecdote, une maman qui venait de perdre un enfant, donc la sœur de cette petite fille de 5 ans à qui on parlait, la maman lui explique qu'elle ne reviendra pas, prend le temps et le lui réexplique, et la petite fille écoute et entend tout.
Et au moment où la maman a terminé, elle lui dit « Tu as bien compris, dit maman. J'ai bien compris, maman. Mais est-ce que je la reverrai ce soir ?» Donc l'enfant n'a pas, avant 10 ans, l'idée de la mort irréversible. Disons entre 6 et 10 ans, ça se construit. Donc il faut aussi faire avec ça. Donc être direct, c'est simplement mettre des mots. La mort, c'est la mort, c'est pas il est parti. Vous dites il est parti en voyage. On attend le retour. Il est évident qu'on attend le retour. Et quand les parents vont partir en voyage, l'enfant va être terrorisé en se disant ici, revenez pas. Et comment adapter son discours selon les âges des enfants ? Alors j'ai toujours envie de répondre, il y a une chose très importante, si vous voulez, c'est qu'en amont, et c'est pour ça que ce sujet de la mort est un beau sujet, c'est qu'adulte et enfant, on en est au même point, on est à égalité. On est, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on rencontre la mort, et aucun de nous n'a fait l'expérience de sa mort. Et en plus, sur le stade émotionnel, l'émotion principale qui va habiter autant les adultes que les enfants, ça sera la peur, je dirais les peurs. Donc il y a une égalité absolue dans l'approche du sujet. Ce qui va permettre d'entrer ensemble dans la réflexion et de se calquer sur ce qu'on a fait dans l'éducation familiale avant. Et il me semble qu'on oublie un petit peu, on ne fait pas suffisamment l'éducation à la perte et à la séparation. Ça commence tout petit, et l'éducation à la mort se prépare avant même par l'éducation à la perte. Oui, ou bien avec l'enfant petit, il commence par perdre ses dents, c'est une grande aventure, il est séparé des parents pour aller à l'école, il est en train de réaliser que le Père Noël n'existe plus, c'est quand même une vraie déception. Ça va pouvoir être après, de façon beaucoup plus importante, le déménagement de la famille. Ça sera éventuellement la séparation des parents. Mais c'est pas tout à fait la même chose que la mort. Ce que je suis en train de vous proposer comme voie, c'est cette éducation à la perte et à la séparation est ce qui va préparer l'enfant à remettre la mort dans le cycle de la vie. Sur cette question d'un langage adapté selon l'âge de ses enfants, comment est-ce que vous aviez fait, vous, Sylvie ? On avait été assez direct. C'est justement, j'aimais pas tellement les métaphores. On a beaucoup parlé pour expliquer ça aux enfants, c'était un soulagement pour ma belle-mère, puisqu'elle était malade, qu'elle souffrait. Donc, ça a été facile de leur dire, maintenant, elle ne souffre plus. Voilà. Et donc, on n'avait pas envie de prendre une image. Ben voilà, elle était morte, et effectivement, vous ne la reverrez plus. Ça vous avait été on était là-dessus assez clair, mais qu'en revanche, porté par notre foi, on avait envie de leur dire qu'on pourrait toujours lui parler, qu'elle serait toujours là pour veiller sur nous. Et c'est vrai que ça nous a énormément aidé dans notre langage, dans notre façon de leur parler, de leur expliquer les choses et de leur faire comprendre et admettre. Alors, Dominique Davout, si on ne s'adresse pas précisément à ses enfants, ou si on a peut-être des périphrases, on utilise un langage imagé, quelles sont les conséquences possibles ? Le tabou. La première chose, c'est le tabou, c'est-à-dire que l'enfant va lui-même développer des peurs, ne plus oser parler avec les adultes et donc garder pour lui son inquiétude. Ça, c'est sans doute une des premières choses. Ça sera la difficulté ensuite pour lui-même quand il repassera d'autres deuils. Il sera plus tard confronté à la mort éventuellement en tant qu'adulte et des choses non parlées à des moments où il était enfant, où il n'a pas pu les conceptualiser du tout, ça peut ressurgir et d'une manière qui peut être extrêmement violente. Donc ça se prépare, vous voyez, c'est pour ça que j'étais vraiment dans cette notion que ça s'éduque très petit. Mais attention, j'ai peut-être trop violemment dit tout à l'heure, ta petite sœur est morte, on ne commence pas par lui dire ça. Mais c'est, bien sûr, il y a une manière d'aborder le sujet, il y a un temps pour l'aborder, mais plus le langage sera direct et plus l'enfant va s'y retrouver. Concernant les bébés, les tout petits qui n'ont pas encore l'usage de la parole, est-ce que vous pensez qu'il faut dire quelque chose ou exprimer ? Si vous permettez, je ferai une comparaison, étant moi-même beaucoup engagée dans la réflexion sur la fin de vie de l'enfant, un peu à tous les âges, au niveau de mon travail. Que ce soit dans la maladie, que ce soit la mort, plus on parlera tôt au tout petit de ce qui lui arrive, et ça vraiment tous les travaux récents des psychologues le montrent clairement, plus on va lui parler tôt. Même un nourrisson, un bébé de quelques mois. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Des choses toutes simples, mais des vrais mots. Il faut le faire. Attention à ça, il faut. Hein. Il est mieux sans doute pour l'enfant. Il est mieux surtout pour les parents de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est ce que j'appelais authentiques, en vérité, avec leur enfant. Donc oui, lui parler, tout petit, lui dire, mais toujours, surtout le petit bébé, remettre dans le besoin premier de l'enfant, qui est un besoin de se sentir en sécurité.
et en particulier si le tout petit perd une maman ou un papa, c'est vraiment la qualité du maternage, la manière dont on va pouvoir le conforter, le réconforter, qui va être l'élément premier pour qu'il puisse faire son deuil de cette séparation terrible. Vous aviez dit, vous, quelque chose, Sylvie, à vos tout petits derniers? Oui, j'avoue qu'on lui en a parlé aussi. Il avait quel âge à l'époque? Il avait 1 an, mais il est né au moment de la maladie de ma belle-mère, et ce qui fait qu'elle a été très très attachée. C'était un peu sa mascotte, c'est-à-dire que tant que le bébé grandissait, c'était les mois de bataille qu'elle avait contre la maladie. C'était de la vie. Exactement, et donc elle l'a beaucoup eu avec elle, ce qui fait que j'avoue qu'on lui a dit aussi, ben, voilà, tu n'iras plus dans les bras de Mimi, parce que Mimi est morte, ou Mimi est décédée. Mais on lui a dit. D'accord. On lui a dit même à 1 an. Alors, vous aviez évoqué le fait que vos enfants n'ont pas pu venir aux funérailles et qu'il y a eu quand même un épisode a posteriori récemment avec votre fille aînée. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans après, donc, elle n'est pas venue effectivement à l'enterrement, et puis nous en a pas vraiment parlé. Enfin, voilà, on lui a expliqué ce qui s'était passé, mais sans jamais vraiment en revenir sur l'enterrement lui-même. Et cet été, on se dispute toutes les deux. Enfin, bon, je la gronde pour je ne sais plus quel sujet. Elle monte dans sa chambre et je la retrouve dans une boîte en carton, avec marqué sur la boîte en carton Aliénor, 1999-2007. Morte parce que sa mère lui a pas donné à manger. J'avais dû la priver d'un bonbon que tout le monde avait eu. Donc, voilà, enfermée dans sa boîte en disant je n'en ressortirai plus. Comment est-ce que vous avez réagi? Alors. Sur le moment, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, mais après, pas devant elle pour pas lui montrer que j'y accordais une trop grande importance, mais en y réfléchissant, je me dis il y a eu un souci. Et à mon avis, au moment de la mort de ma belle-mère, je suis revenue la voir, peu de temps après, quelques heures après, en lui disant écoute, ce que tu as fait, je pense que tu l'as réfléchi, tu as quelque chose à me dire. Bah oui, tu sais, maman, je suis pas venue à l'enterrement de Mimi, et ça, comment c'était le jour de son enterrement? Toi, tu l'as vu, moi, j'ai pas pu la voir. En fait, elle était persuadée qu'on l'avait tous vu, qu'on lui avait tous dit au revoir. Elle imaginait qu'elle aurait pu encore une dernière fois, comme vous le disiez, la serrer dans ses bras. Et qu'elle était finalement la seule exclue, entre guillemets, de cette étape-là. De cette étape-là, alors que c'était vraiment pas volontaire. On ne voulait pas la mettre de côté volontairement, c'était plus... les circonstances. Exactement. Mais voilà, et donc je lui en ai reparlé en lui expliquant ce que c'était que l'enterrement depuis l'incident. Et je l'ai senti apaisée quand je lui ai expliqué. Tiens, bon, d'accord. C'était comme ça. Dominique Davou, en quoi c'est important de passer toutes ces étapes, c'est-à-dire d'annoncer et puis de vivre aussi peut-être les rites jusqu'à la dernière étape de l'enterrement? Alors, je vais vous répondre sur les étapes, mais si vous voulez, je pense que ce qu'on oublie peut-être un petit peu dans ce qu'on est en train de se dire actuellement, c'est combien l'enfant est déroutant. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, et il semble prêt, alors on dit parler, mais ça peut être lui proposer de dessiner, ça peut être jouer, hein, l'importance du jeu, c'est l'enfant est énorme hein, dans ces moments d'épreuve ou de difficulté. Donc on est en face d'un enfant qui va dérouter ses parents, sa famille. Je prends l'exemple d'une maman qui annonce la mort du papa. L'enfant écoute, il a 8 ans, avec beaucoup d'attention, et quand la maman a terminé, c'est-à-dire a l'impression qu'on va pouvoir communiquer avec cet enfant qui a perdu son père, l'enfant le regarde tranquillement et dit « Est-ce que je peux aller jouer maintenant ?» Donc ces réactions d'enfant, et donc on sait pas très bien quelque chose qui peut paraître l'indifférence absolue de l'enfant, alors qu'en fait, il a d'abord besoin lui-même peut-être d'aller exprimer son émotion. En tout cas, ce qu'il ressent, il n'y a que lui qui le sait. Et la grande difficulté pour les parents, pour les proches, c'est souvent qu'on attend quelque chose de l'enfant. Or, lui va souvent vous répondre par « on est en train de dessiner, de parler de la mort d'un proche » et puis il pose le dessin et il dit « moi je vais maintenant aller jouer à la guerre sur mon truc ». C'est très déroutant pour un enfant. Passer des étapes, on les passe ensemble, comme toutes les étapes de la vie familiale. L'importance d'être présent aux funérailles, ça a été dit très bien dans le témoignage et vous dites bien vous-même comment pour votre fille ça a été plus difficile. C'est plus simple pour faire le deuil. Être présent, en tout cas proposer à l'enfant d'être présent, en parler avec lui. Et j'ajouterais que si l'adulte est lui-même trop bouleversé parce que le deuil le touche de trop près, le confier à un autre adulte, voyez. C'est-à-dire vraiment, ce qu'il faut, c'est toujours respecter ce besoin d'être en sécurité, d'avoir l'autonomie qu'ils souhaitent. Par exemple, si on parle un peu plus tard pour les grands, hein, les adolescents, c'est clair qu'il faut les faire partenaires de ces choix des funérailles. Mais déjà petits, hein, à partir de 3 ans, 4 ans. Merci beaucoup.
Alors pour les dernières minutes de cette émission, Jean Villeminot, quel langage d'espérance peut-on porter pour ces enfants qui sont touchés par un deuil ? Si vous voulez, ce qui me paraît très important quand un enfant est touché par un deuil, c'est d'être capable de dire une parole qui puisse faire surgir dans son cœur une parole de Dieu que je ne connais pas et qui va surgir d'une façon que je n'ai pas prévue. Je me rappelle, moi je suis orphelin de mère, maman est morte en laissant 6 enfants, on était tout petits. Et mon père nous a lu, pour nous annoncer la mort de maman, le dialogue entre Marthe et Jésus dans le chapitre 11 de Saint Jean, la résurrection de Lazare. Et j'ai cru ce jour-là à la résurrection. J'étais petit et c'est le jour où j'ai été structuré dans la foi à la résurrection. Et je pense notamment, je pense qu'il est plus important d'évoquer la résurrection que d'évoquer la vie après. C'est-à-dire ? Bien, c'est-à-dire que la mort est une étape et qu'en fait, un jour ce corps ressuscitera et que ça fait partie de la vie et que ça fait partie de la bonne nouvelle. Parce que la vie après la mort, ça a un côté consolant qui risque de ne pas faire face au scandale. La mort est un scandale absolu, y compris pour l'enfant. Par exemple, je suis certain que les adultes veulent protéger les enfants en ne montrant pas leur souffrance et qu'ils ont tort. Un père qui a perdu son épouse et qui pleure de souffrance devant ses enfants, c'est extrêmement utile à l'enfant. Parce qu'il voit que c'est un scandale, pour lui c'est un scandale, et à ce moment-là, il peut effectivement l'affronter, mais l'affronter dans l'espérance. Et alors, j'ai entendu, on peut continuer à lui parler. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a cette rupture, qui est une rupture radicale. Il est vivant, mais continuer à lui parler, moi je ne sais pas ce que... Les chrétiens disent souvent ça d'ailleurs. On peut toujours oui, ils disent souvent ça, mais je pense que c'est de l'ordre de la consolation ou de l'ordre de la volonté de réconforter. Et je pense qu'il faut avoir le courage au moment de la mort de ne pas chercher d'abord à réconforter, mais d'abord à dire une parole de vérité qui puisse permettre à l'enfant d'affronter ça. Et je dirais à cette occasion-là, il ne faut surtout jamais décider à la place de l'enfant. C'est à l'enfant de décider s'il veut voir le cadavre. C'est à l'enfant de décider s'il veut aller à l'enterrement. C'est à l'enfant... Il ne faut pas l'imposer. Ne pas imposer. Il faut que ce soit une proposition ouverte, mais ne jamais décider à la place de l'enfant. Tout à l'heure, vous parliez du jeu. Le laisser vivre. S'il a besoin de jouer, qu'il joue. Si une petite fille a besoin de mettre des robes à fleurs fluo, qu'elle les mette. Ça n'est pas du tout scandaleux. Lui permettre également d'exprimer sa révolte. Si un enfant a besoin de mettre sa main dans la soupe pour exprimer sa révolte et que c'est manifestement sa révolte, il faut le laisser faire. S'il a besoin de casser quelque chose, il faut le laisser faire. Parce que tant que la révolte n'est pas exprimée, on ne peut pas assumer le scandale, assumer l'épreuve et pouvoir entrer dans une logique d'espérance. Une question pratique, Jean Villeminot. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il faut leur expliquer les temps forts de la célébration ? S'ils vont assister aux obsèques, par exemple, leur dire il va y avoir la bénédiction du corps, il va y avoir tel et tel geste. Est-ce que ça vous semble quelque chose d'utile en amont ? Alors, je crois profondément que la liturgie, si elle est bien faite, exprime par elle-même ce qui se passe. Et je ne suis pas personnellement favorable aux monitions. Quand je baptise un enfant, je ne fais aucune monition. Je ne dis pas maintenant je vais allumer le cierge au cierge pascal, parce que les gens comprennent très bien quand je le fais que je suis en face à... Et pour un enfant ? Et pour un enfant, il comprend aussi. Si vous voulez, la liturgie est géniale et elle exprime... Alors, laissez l'enfant comprendre ce qu'il comprend dans son cœur d'enfant de la liturgie, qui est finalement le Christ qui est en train de se manifester, en train d'agir. Donc, moi, je ne ferai aucun commentaire sur la liturgie, je la laisserai faire. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, pour poursuivre cette réflexion, quelques conseils de livres. Tout d'abord, L'enfant face à la mort d'un proche, du docteur Patrick Bensoussan et d'Isabelle Gravillon, paru chez Albin Michel. Et puis, quelques livres pour enfants. Au revoir Blaireau de Suzanne Varlet aux éditions Folio Benjamin. Enfin, Est-ce qu'on est mort pour toute la vie de notre consoeur Véronique Westerlop et Stéphane Esclef, qui est paru aux éditions
MAM et DIFA. Enfin, les coordonnées de l'association Apprivoiser l'absence dont nous avons parlé ce soir, le numéro de téléphone de l'association 01 40 89 06 21. Et puis vous pouvez également consulter le site internet à l'adresse www.apprivoiserlabsence.com. Vous pourrez y trouver des informations sur les groupes d'entraide pour parents en deuil et également des références de livres. Voilà, nous attendons toutes vos réactions sur le site de KTO à l'adresse réaction@ktotv.com. Merci à tous les trois d'être venus et puis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.